Bonjour à toutes et à tous. Donc nous poursuivons cette série de tables rondes avec une table ronde consacrée à l'éveil artistique et culturel en milieu de soins. Maternité, donc service de néonatologie, centre de protection maternelle et infantile, service de pédiatrie sont des lieux qu'au cours de sa jeune vie, le tout petit et sa famille à ses côtés peuvent être amenés à fréquenter, parfois de manière exceptionnelle, parfois avec plus de régularité, dans lesquels ils peuvent ensemble aussi faire de longs séjours. Lieux de soins, lieux de vie, ils sont aussi donc des espaces et des temps propices à la rencontre avec les arts et la culture. Pour évoquer cet après-midi les nombreux enjeux, formation, médiation, méthodologie, partenariat, que représente la mise en œuvre de projets d'éveil artistique et culturel en milieu de soins, sont réunis autour de cette table 5 intervenants. Catherine Mété et Jeanne Butter, qui sont lectrices et formatrices à l'association Livre Passerelle, et tous deux présenteront la double action Lisons ou nourrissons, donc une double action de lecture à voix haute dans le service de néonatologie du CHU de Bretonneux de Tours et à l'hôpital parents-enfants du centre hospitalier intercommunal d'Amboise Château-Renaud, et sur lequel aujourd'hui une recherche débute. Philippe Bouteloup, qui est musicien et formateur pour l'association Musique et Santé depuis plus de 20 ans. Philippe Bouteloup exerce dans différents cadres institutionnels auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes. Il enseigne également au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Philharmonie de Paris, ainsi qu'au Centre de formation de musiciens intervenants, à la faculté d'Aix-Marseille. À partir de divers témoignages de terrain et parce qu'elle est source de rencontres et d'échanges et de découvertes, Philippe Bouteloup nous donnera à voir et à entendre comment la musique vivante peut prendre, ou prend plutôt, tout son sens à l'hôpital pour l'enfant, sa famille, mais également pour la communauté hospitalière. Puis interviendra Solène Gibon, qui est chef de projet SAC de 1000 premiers jours au sein du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Solène Gibon nous présentera l'expérimentation en cours des SAC des 1000 premiers jours, l'un des projets de la politique publique des 1000 premiers jours de l'enfant, qui est mené actuellement. Et enfin, Frédéric Boyer, qui est responsable de la coordination, mais également lecteur et formateur pour l'association Le Livre pour l'insertion et le refus de l'exclusion, LIRE. Donc Frédéric témoignera des projets de lecture partagée d'albums en salle d'attente de centres de protection de maternelle et infantile, les fameuses PMI. Et au cours de son intervention, il présentera également les ressources développées dans le cadre du projet Dans la salle d'attente, lire à la PMI, qu'a mené l'agence Quand les livres relient et des membres de son réseau au cours de cette année 2022, année où la lecture, vous le savez, a été déclarée grande cause nationale. Si on arrive à avoir le temps, à la suite de leurs interventions, nous vous inviterons à nous faire part de vos questions et de vos remarques. Je ne garde pas le micro plus longtemps et je passe la parole à Jeanne et Catherine. Bonjour. Nous sommes toutes les deux... Alors, il faut tout gérer en même temps. D'accord, mais ça a marché. Nous sommes toutes les deux animatrices lecture, salariées de l'association Livre Passerelle. C'est une association d'éducation populaire créée à Tours en 1998. Son objectif est de lutter de manière préventive contre l'illettrisme, l'échec scolaire et toute forme de discrimination. Comment ? Par la lecture à voix haute d'albums jeunesse, dans la rue, dans... Ah, alors ça... Non, c'est pas ça. D'accord, merci, c'était ça. Donc dans la rue, dans les PMI, dans les centres sociaux, dans les hôpitaux, l'album tisse des liens, crée la rencontre. Rencontre avec les professionnels, avec les enfants dès le plus jeune âge, avec leurs parents, les adultes qui les entourent, etc. Aujourd'hui, donc, nous allons vous parler de 2 actions et Catherine, ma collègue, va commencer par la première action. Alors, je vais vous présenter l'action que l'on mène à Hope. Hope, qui veut dire hôpital enfants-parents, est une structure hospitalière régionale, comme le disait Léo, qui est située dans un centre hospitalier à Amboise et qui accueille des parents, mais principalement des mères, souffrant de troubles psychiques dans la période périnatale et leur tout petit, de la naissance à 2 ans. Cette structure régionale est pluridisciplinaire. Elle est composée d'une équipe de psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, puéricultrices, infirmières, EJE, psychomotriciennes. Et elle a la spécificité d'offrir des soins psychiques conjoints aux mères et aux bébés. L'unité est aussi spécialisée dans la prise en charge des difficultés relationnelles précoces mère, père, bébé. Elle accueille les familles sous 2 formes, une hospitalisation à temps plein et un hôpital de jour.
Alors depuis septembre 2020, tous les lundis matins, 2 lectrices viennent lire aux parents et aux bébés. Cette animation lecture est devenue aujourd'hui un élément marquant de la semaine d'hospitalisation, tant pour les parents que pour les soignants. Certaines mamans en hospitalisation complète, lorsqu'elles passent en hôpital de jour, choisissent le lundi. D'autres reprennent les titres qui ont été lus à leur enfant pour s'en emparer à la bibliothèque, en librairie. D'autres encore lisent pendant l'animation à leur enfant et développent ces mêmes pratiques culturelles de retour à la maison. Mais très concrètement, comment cela se passe? On va voir un peu sur la photo suivante. Donc après avoir salué les mamans qui sont hospitalisées à temps plein en train de prendre leur petit déjeuner, nous nous installons dans la salle dite d'éveil, adaptée aux tout petits, ouvrons notre valise et installons les albums dans la salle prête à accueillir les familles. Notre corpus est constitué de 150 albums environ qui ont été choisis avec soin. Et cette valise reste dans l'établissement pour qu'elle puisse être utilisée tout au long de la semaine par les familles et les soignants. Alors notre objectif, qu'on va voir sur la photo suivante, notre objectif dans ces services où les parents souffrent de troubles psychiques et où les bébés ne vont pas bien du tout, c'est de lire à un tout petit, sous le regard de sa maman et des soignants, et présumer que la parole des albums, différente de celle des mots du quotidien, c'est-à-dire une parole poétique, prête aux parents les mots pour s'adresser à leur bébé et ainsi accompagner la construction ou la restauration du lien parent-enfant mis à mal par la maladie, et ainsi contribuer à l'éveil culturel et au développement du tout-petit. Il s'agit donc d'abord de donner à voir. Lire au bébé, c'est donner à voir aux parents et aux soignants et partager ce plaisir. Ici, la maman partage autant que son bébé le plaisir de la lecture, même plaisir et attention conjointe. Elle repère les compétences de son tout petit qui porte un regard au texte, à l'image, se concentre, bat des pieds, des mains, sourit, babille, ouvre grand ses oreilles. Le bébé, souvent, qui est objet d'angoisse pour les parents dans ce lieu, devient pendant l'animation un sujet, une personne avec qui on partage, qui peut exprimer ses choix, ses préférences. Et c'est un processus qui se déroule, et c'est important, sous le regard des parents et des soignants. La maman devient peu à peu très demandeuse d'histoire et un jour, nous la voyons partager un album avec son tout petit. Mais tout ça, ça demande du temps. C'est un chemin long, complexe, qui questionne les lectrices à chaque instant. Comment s'adresser à ce papa mutique assoupi sur sa chaise? Cette maman qui dépose son bébé sur le tapis et s'éloigne affairée. Cette maman angoissée à la moindre réaction de son bébé, terrorisée à l'idée qu'une histoire puisse effrayer son enfant. Alors souvent on en passe par là, comme vous le voyez sur l'image, nous lisons aux parents seuls. C'est parfois une étape préliminaire pour qu'ils puissent écouter ensuite avec leur enfant, puis s'emparer à leur tour avec leur enfant de cet album. Les parents témoignent « Je suis touchée car on ne m'a jamais raconté d'histoire quand j'étais petite. Je suis retombée en enfance, ça m'a fait un bien fou. » Grâce aux lectures, les parents se plongent dans leur propre enfance, évoquent, se remémorent l'enfant qu'ils ont été ou n'ont pas pu être, les parents qu'ils ont eus. C'est un processus indispensable à la parentalité. Un bon album est celui qui touche et l'enfant et l'adulte. Et il peut parfois libérer la parole tellement il touche juste. Une maman à qui on vient de lire un album sur la question maternelle nous confie « J'aimerais tant être cette mère-là, mais je n'y arrive pas. » Parfois aussi, les mamans lisent pour elles toutes seules. Ici, sur la photo, on repère que cette maman lit pour elle. Son petit le repère, il voit combien elle est absorbée par la lecture, dont il se sent complètement exclu, donc il décide de fermer le livre. Il y revient ensuite. Sa maman a rouvert l'album, mais son attitude a changé. À elle, elle est tournée. Vous voyez sa posture, elle est tournée vers son enfant. Une photo ensuite qui nous touche beaucoup. Une mère en grande détresse. Pendant des semaines, elle n'a pas voulu qu'on lui lise une histoire. Elle plaçait entre elle et le monde extérieur le berceau où se trouvait son tout petit. Elle avait confié aux soignants de ne jamais avoir entendu d'histoire dans sa propre enfance. Elle ne comprenait pas ce qu'on attendait d'elle. Au bout de quelques semaines, elle a consenti à ce qu'on lui raconte une histoire, à elle, à son bébé. Et la dernière fois qu'on l'a vue, après 3 mois d'intervention, c'est elle qui racontait à son bébé. Alors, un dernier mot sur les soignants, parce
que c'est les soignants dans tout ça, ils ont une part effectivement prépondérante dans l'animation. Donc les soignants, je dois préciser avant tout qu'on a démarré cette animation sur un petit territoire en Boise où Livre Passerelle était installé déjà plus de 20 ans et on tissait un réseau de professionnels et de bénévoles important. Et tout ça, ça a facilité l'accueil avec le service. Donc l'accueil fut globalement chaleureux, mais toutes les soignantes n'étaient pas convaincues. Le temps lecture pouvait sembler empiéter sur leurs relations, leurs soins aux dyades. Et c'était donc parfois difficile pour une lectrice de trouver sa place. Donc il a fallu aussi trouver du temps. Mais nous avons vu un réel changement lors d'une formation que nous animions dans le cadre des 1000 premiers jours, où un temps était donné à chacune pendant la formation pour lire des albums, les découvrir, mais pour elle-même. Et ça a changé complètement profondément leur pratique, parce que éprouver cette littérature, faire l'expérience de se faire lire une histoire, accueillir sa part d'enfance, aujourd'hui, ça a permis qu'elles s'emparent des albums et transforment leur pratique pendant l'animation lecture et au-delà. Aujourd'hui, elles s'autorisent à lire pendant l'animation, à ne s'interrompre plus quand l'enfant gambade dans la salle d'éveil, mettre des albums dans leur sacoche en visite à domicile. Donc dorénavant, le livre fait partie intégrante du service. Je voulais donner la parole maintenant à la psychologue du service qui nous dit « Les livres choisis par les lectrices sans qu'elles connaissent rien de la situation des patients viennent poser des mots, symboliser, formuler ce qui se passe chez les parents ou chez les enfants. Ils ont un effet soignant. Chacun entre ainsi dans la narration, indispensable dans la relation parent-enfant. Par ailleurs, le livre est un objet quotidien, facile d'accès, qui se démocratise grâce à ces séances hebdomadaires. Il permet de faire le lien avec l'en dehors de Hope. Alors pour conclure, je dirais que ces lectures, elles sont complémentaires du soin, mais ce ne sont pas du soin. Ces lectures, c'est surtout apporter de la normalité en milieu de soins et c'est remettre les pratiques culturelles au cœur de l'humain dans tous ses états. On échange. Passons maintenant à la néonate, donc toujours à Tours. Je vais insister dans cette présentation sur le travail partenarial avec les soignants. Mais d'abord, le contexte. En 2018, le service de néonatologie déménage dans un tout nouveau bâtiment au sein de l'hôpital de centre-ville de Tours, à l'hôpital Bretonneau. Il y accueille des familles de toute la région centre, autour de pathologies lourdes et de grande prématurité. Il est donc d'une très grande technicité, mais met aussi l'accent sur la qualité de vie du bébé et de son lien précoce à son parent. Dans ces situations où la vie de l'enfant est en jeu, le lien d'attachement est particulièrement mis à mal. Les parents ne peuvent pas prendre leur bébé dans les bras, ne peuvent ni le changer, ni le nourrir. Communiquer à travers les couveuses leur est très difficile. Les mots démunis, impuissants, inutiles reviennent très souvent. C'est dans ce contexte que les livres sont arrivés, à la demande de Laurence Lambert, l'orthophoniste du service. L'idée fondatrice est que les parents prennent plaisir à entendre des histoires pour avoir le désir de les partager ensuite avec leur bébé et devenir ainsi acteurs du développement de leur enfant. On en revient au mécanisme dont vous a parlé Catherine. Concrètement, nous allons lire en néonate une fois par semaine, le mercredi matin, à 3 lectrices, car cette action a la particularité d'être un partenariat entre l'Université de Tours, la bibliothèque municipale, notre association Livre Passerelle et bien sûr l'hôpital. Tous les mercredis, donc, les lectrices se répartissent entre les différents services. Nous lisons dans les chambres, en priorité aux bébés dont les parents sont présents et dans certains cas sur demande des soignantes, aux bébés seuls ou bien accompagnés de l'une d'elles. Mais au démarrage, en janvier 2020, il nous a fallu nous faire adopter par l'équipe soignante. En plein Covid, impossible de les réunir pour les former ou pour les informer. Donc nous avons opté pour la communication visuelle en déclinant l'illustration de Chiaki Miyamoto. Tu peux, voilà. Ouais, encore. Sur des kakémonos, des affiches, des badges, et ça nous a permis un peu de nous annoncer, disons. Puis les premiers mois, nous avons apprivoisé les lieux et les professionnels avec délicatesse et en respectant leur rythme effréné de travail, surtout pendant cette période 2020.
Nous avons pris le temps de nous présenter, d'expliquer, de réexpliquer le projet, nos intentions qui pouvaient parfois paraître un peu incongrues dans ce service si particulier. Et il nous fallait aussi donner à voir pour les convaincre. On a notamment, on saisissait toutes les occasions, mais on a notamment saisi l'occasion du quart d'heure national de lecture le 10 mai dernier. Dans les couloirs du service, nous avons offert aux équipes soignantes nos histoires pour elles, parfois en les suivant au pas de course, parfois pendant une échographie du cœur. Et peu à peu, semaine après semaine, mois après mois, avec l'aide de l'orthophoniste et aussi de la psychomotricienne, auxiliaires, puéricultrices et pédiatres ont plongé dans les histoires et ont saisi l'intérêt de notre action. Un médecin témoignait récemment. En tant que pédiatre, on n'assiste pas toujours aux lectures dans les chambres, mais on voit ce qui se passe autour. Les parents en parlent, attendent les lectrices. Nous, on les cherche dans les couloirs pour tel ou tel enfant. Maintenant, ça nous paraît logique de faire appel à elles et de conclure, les lectures soignent les soignants qui soignent les patients. Donc après 2 ans de présence hebdomadaire dans le service, nous constatons que le livre est clairement en train de s'y installer durablement. Il nous semble de plus en plus porté par l'équipe soignante. Il est même fréquent que les soignantes nous rapportent avoir lu pendant la semaine au bébé. À notre arrivée, maintenant, tous les mercredis, elles nous accueillent et on se met d'accord ensemble sur quel bébé aller voir, dans quelle chambre. Il y a peu de temps, c'est un exemple de ce qui peut se passer, une soignante nous demande d'aller voir une petite fille qui va mal et les parents ne peuvent venir que le week-end. Elle va mal, elle n'arrive pas à se réveiller, on décide de tenter une lecture. Dès le début de la lecture, la petite fille ouvre les yeux et se fixe sur les images, prématurée. On lit une histoire, 2 histoires, 3 histoires. À la 4e, elle tourne la tête, puis elle s'endort. Et clairement, la soignante n'en revenait pas. Elle avait essayé d'avoir des interactions avec elle tout au long de la matinée sans succès. Donc c'est pas magique, hein, ça prend du temps, ça a mis 2 ans à s'installer, ça s'installe encore. Mais au-delà de ça, la chance que nous avons, c'est que nous pouvons souvent aussi poursuivre cette acculturation auprès des familles, cette acculturation au livre et à la lecture à l'extérieur de l'hôpital, puisque nous revoyons régulièrement les familles en PMI notamment. Frédéric va en parler tout à l'heure, ou dans différents lieux de la parentalité sur tout le territoire du département d'Indre-et-Loire où on intervient. Pour conclure, un mot sur la recherche qui se met en place autour de ces actions. L'Université de Tours donc, est impliquée depuis le début dans ce partenariat, dans ce projet, en la personne de Cécile Boulère, maître de conférences en littérature pour la jeunesse et membre du conseil d'administration de Livre Passerelle. Et l'idée est de pouvoir porter un regard distancié sur ces 2 actions afin d'en mesurer les effets de manière objective. Donc en 2023, dans ces 2 services, des interactions de lecture seront filmées puis analysées selon des grilles adaptées. Et les résultats de ces études permettront d'apporter des éclairages scientifiques sur ce qui se passe quand on lit des histoires à des bébés sous le regard de leurs parents dans un contexte médical. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À toi, Philippe. Depuis là. Merci. Voilà, c'est fini. Non, continue. Voilà. Je regarde ici parce qu'il y a un petit écran, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est pas du tout mon PowerPoint, ça, si, c'est mon PowerPoint. Ah, vous m'avez fait sauter ma première photo. C'est pas grave. Hein. Alors, je vais. Ah oui, là, c'est complètement le désordre. Bon, c'est pas grave, on va faire dans le désordre, c'est pas à l'envers. Bon, c'est pas grave. Alors, je voulais juste, avant de rentrer dans le vif du sujet de la musique à l'hôpital, pourquoi, comment, faire un rapide tour d'horizon de l'association. Alors, je vais improviser, puisque c'est pas du tout le PowerPoint habituel, mais j'aime bien improviser. Donc, un des aspects de notre travail, c'est la médiation et les jumelages, comme on peut le voir sur les photos. Jumelage notamment avec l'Orchestre national de France, avec des artistes, l'Orchestre de Paris, etc. Je vais faire très vite.
Donc, vous voyez, je vais à l'envers. Résidence d'artistes aussi. Donc, là, vous voyez Steve Waring. On essaie d'inviter des artistes à passer plusieurs jours avec nous dans les différents centres hospitaliers. On va se concentrer sur les jeunes enfants, mais je ne parlerai pas, bien évidemment, des adolescents, des personnes âgées, des adultes AVC, etc., etc. Alors, surprise, là c'est international, donc là une dimension internationale, notamment avec l'Europe, les pays anglophones, et puis aussi avec un mouvement qui s'appelle Momoussi, qui est basé en Amérique latine, avec des musiciens qui travaillent à Buenos Aires, donc en Argentine, en Colombie, au Brésil, Paraguay, Uruguay, et je passe toute la géographie. Donc qu'est-ce qui se passe après? Ben voilà, c'était quasiment... comment? Non, c'est la surprise. Donc je voulais, ben voilà, ça c'est une bonne photo aussi, c'est intéressant, parce qu'on parlait ce matin un petit peu, et la ministre l'a évoqué dans un article récemment dans Le Monde, elle parlait de la culture en chair et en os. Et donc ça fait résonance pour moi, parce qu'un jour un enfant nous a dit, ben, ce qui est bien avec vous, c'est que c'est de la musique en vrai. Alors que ça veut dire la musique en vrai. C'est-à-dire qu'il y a des vrais musiciens qui ont des vrais instruments, qui ont des vraies voix et qui vous chantent et qui sont en interaction avec vous. Alors ce n'est pas du tout la diapositive qui va avec ça. Ça se passe à Košice, donc on passe de la musique en faux, donc s'il y a de la musique en vrai, il y a de la musique en faux, dans les casques qui ne sont pas du tout adaptés à la taille des enfants, mais ça c'est pas grave, s'il n'y avait que ça, on pourrait le tolérer. Donc on leur passe du Mozart parce qu'il y a un monsieur Campbell qui, il y a quelques années, a montré que à travers une étude qui ne s'adressait absolument pas à des petits-enfants, mais à des adolescents, que si on leur passait 15 minutes du concerto en ré majeur de Mozart pour deux pianos, ils avaient une capacité intellectuelle développée pendant 10 minutes environ. Donc ça a fait beaucoup de bruit, et du coup ça a fait des ravages comme ce qu'on peut voir sur cette photographie. Bien évidemment, nous, on va plutôt se pencher sur la musique en vrai, c'est-à-dire cette interaction, cette capacité d'accordage avec l'auditeur, et le lieu de l'hôpital est bien évidemment un lieu très spécifique, avec un certain nombre de contraintes et d'obligations, donc des obligations d'hygiène, des obligations éthiques, une acoustique qui n'est pas du tout adaptée, bien évidemment, aux musiciens. Il faut savoir se mettre à la hauteur des enfants, il faut savoir jouer dans un couloir, il faut savoir jouer entre deux passages de médecins. Donc tout ça, bien évidemment, ça s'apprend. Mais ça reste de la musique en vrai. Alors, avec toujours cette double approche qui me semble importante, c'est jouer pour l'enfant. Je vais revenir à la diapo si l'appareil marche. Oui, super. Là, je joue pour lui. C'est intéressant. Je m'adresse à lui, mais je joue pour lui. Il est dans une dimension réceptive, ce qui est déjà être actif que de recevoir la musique, parce que notre cerveau, notre imaginaire, bien évidemment, voyage, écoute, se laisse aller. Et puis la dimension du jouer avec l'enfant, qui me semble aussi importante, surtout à l'hôpital, parce que c'est un lieu où on vit des contraintes assez énormes. Je passe sur la dimension de la détresse, les problématiques de projection, de sidération, comme de projection dans le futur. Là, tout ça s'arrête un peu. Hein. Les psychologues vont parler de sidération, bien évidemment, parce que le lendemain n'existe pas. Et jouer avec l'enfant, jouer pour l'enfant, ça le remet dans une relance d'espérance, disait Marcel Ruffo. J'aime bien cette belle phrase. On est dans une relance d'espérance, c'est-à-dire qu'on peut se projeter sur demain. Et puis, donc c'est toujours dans le désordre, donc mon discours est dans le désordre aussi. On ne peut pas parler de la musique à l'hôpital sans parler de la musique et des bébés dans la vie normale, bien évidemment. Et je ne ferai pas un grand topo autour de ça, mais il y a une chose qui me semble importante, c'est que dès les premiers jours de la vie, et avant même la naissance, la musique est déjà présente. Je crois que Sophie nous en a très bien parlé ce matin, donc je ne développerai pas plus que ça. Simplement, les premiers échanges vocaux avec l'enfant, qu'on a appelé une époque le baby talk, qu'on a appelé après le parentease, le motheries, des tas de noms pour dire je vocalise avec mon bébé pour lui et je le fais rentrer dans cet univers humain parce que je lui parle. Il ne comprend rien, comme disait Dietkin, et pourtant je lui parle parce que c'est ça qui va le faire accéder. Et d'un côté au langage, et d'un autre côté, et merci pour les livres et la musique, dans cette dimension de l'imaginaire qui nous semble vraiment essentielle. Donc,
Une belle photographie là, faite avec ma collègue Marianne, avec un bébé. Le papa qui fait le pot à pot, hein, prend l'enfant sur son corps, parce qu'on sait que c'est une manière de maintenir la température, parce que ce sont des corps qui sont très fragiles, des bébés qui sont extrêmement fragiles, d'où les incubateurs. Mais le pot à pot, c'est beaucoup plus que la chaleur. Hein. C'est un certain nombre de transmissions, de vibrations. Sophie Marinopoulos en a parlé ce matin, cette dimension du contact, ce plurisensoriel. Et la musique, c'est forcément du plurisensoriel. J'aime bien cette image parce qu'il y a cette idée de la bulle aussi, quelque chose qui enveloppe et la maman, et le bébé, et le papa. C'est très frustrant pour le musicien parce qu'on a toujours des égos un peu surdimensionnés. Quand on fait la musique, on aime bien qu'on nous regarde, qu'on nous écoute. Et puis là, on regarde le bébé et c'est lui le centre. Comme dans cette photo, le regard, cette dimension du regard. Là aussi, on est dans la musique. Ça peut paraître un petit peu paradoxal puisque la musique, c'est du son. Les oreilles n'ont pas de paupières. On écoute, on est en contact avec l'autre et avec le monde, d'où l'importance de la musique dans le développement, encore une fois, de l'enfant. Mais là, c'est le regard qui porte pour le musicien son interprétation, sa présence. Et là encore, sur la photo, vous verrez que c'est le Petit Prince aussi qui se mêle au regard. Vous verrez en haut à droite, le Petit Prince, lui aussi, participe à ce regard vers l'enfant, parce que c'est à lui que l'on s'adresse. Toutes nos intentions vont vers ce bébé. Les soignants, voilà, tout le monde est porté par comment va réagir ce bébé avec ce musicien. Cette chose qui peut paraître insolite, mais qui ne devrait pas l'être, ce musicien dans les couloirs de l'hôpital. Là, ça se passe à l'hôpital Trousseau. Je suis dans les temps, ça va? J'ai déjà dépassé. On dépasse? Bon. Toujours le regard, donc j'avance un petit peu. Hein, voilà. Là c'est intéressant, c'est le regard du musicien et du bébé qui s'échangent. Et puis, je touche, hein, dimension plurisensorielle de la musique, je touche, c'est de la vibration, c'est du bois, c'est chaud, c'est froid. Mais en tout cas, je peux le percevoir. Observer le regard de la maman aussi, hein, sur le bébé. C'est plus un malade là qu'on regarde, on est en cancérologie à Gustave Roussy. C'est plus un malade que je regarde, c'est mon bébé. Il est actif, il est acteur, il est bien là. Hein, relance d'espérance, encore une fois, pour tout le monde. Et puis après, je vérifie auprès de l'adulte que je n'ai pas fait de bêtises et qu'il est toujours à l'écoute de ce qui se passe sur le plan de la musique. La musique, c'est du bruit qui pense, disait Victor Hugo. Alors, on pourrait parler, vous avez parlé tout à l'heure de la néonatologie, c'est vrai que c'est un monde extrêmement bruyant. Normalement, j'avais une diapo, mais je pense que je vais tomber dessus tout à l'heure. Voilà, donc le regard des soignants. Un bébé tout seul, ça n'existe pas. Maintenant, c'est un espèce de mot d'ordre que tout le monde... quand on manifeste, voilà. Winnicott, merci. Moi, je dis, les musiciens, un musicien tout seul à l'hôpital, ça n'existe pas. Donc, il n'existe que parce que, d'abord, il a un médium, la musique, son instrument, sa voix, mais aussi parce qu'il travaille en partenariat avec les équipes. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, un musicien tout seul, il va disparaître. Et s'il n'y a pas une équipe qui va lui donner des codes, des capacités de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Et puis le musicien, dans ce partenariat, va lui dire, vous avez vu comment l'enfant réagit, c'est intéressant. Voilà, donc c'est vraiment cette notion d'échange, de contagion, j'allais dire même culturelle au sein de l'hôpital, puisque après, l'intérêt, vous parliez des livres, c'est génial. Nous, quand on passe devant un incubateur et que la maman chante ou la péricultrice chante, on se dit, bah, j'ai gagné ma journée quand même, parce que j'ai brassé du vent en chantant, etc. Liberté de s'émerveiller, donc on va passer. Voilà, je vous donnais quelques points essentiels qui sont la dimension réceptive, on en a un petit peu parlé, la dimension interactive, la dimension participative et éventuellement, alors c'est un peu plus compliqué, la dimension collaborative, on pourra en parler avec les adolescents quand on se met à écrire des textes, à raconter des histoires et les mettre en musique. Là, on est vraiment dans le collaboratif. Mais c'est intéressant de voir les différentes possibilités, les différentes postures que peut adopter le musicien. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà, une dimension du jeu. Là encore, accordéoniste, là c'est les étudiants du conservatoire que j'emmène à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Voilà, donc des moments d'atelier, donc des moments un peu libres, j'allais dire. Jouer, c'est fondamental. Jouer à l'hôpital, il y a quelques années,
il fallait que les enfants soient bien dans leur lit parce qu'ils étaient malades. Alors qu'on a su, et Robertson, je ne vais pas faire l'histoire de tout ce mouvement d'humanisation avec le Bovici, etc. Mais il faut que les enfants sortent de leur lit. C'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils doivent faire le malade. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'essentiel. Donc je vois que tu t'agites, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Jouer, non mais ça c'est là, elle est géniale, elle est trop géniale. Les deux filles de l'Orchestre National de France qui jouent du Bach, et lui, il sort sa trompinette. Alors lui, il est dans le jeu imaginaire, si on reprend les différents stades de Piaget, il est dans le jeu imaginaire, et il joue à faire la musique. Bien évidemment, il lit la partition, parce qu'il joue vraiment, il ne fait pas semblant, et il souffle dans sa trompinette, et les filles imperturbables, elles continuent à jouer du Bach. Je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles tiennent le choc, elles jouent le jeu, c'est le cas de le dire. Alors j'avais une conclusion quelque part. Bon, là, les soignants qui sont là, Patrick Bensoussan, donc on va passer. J'avais un super film, vous le verrez sur le site internet. Voilà, la vibration, encore une fois. Je voulais vous parler de la symphonie domestique de Roland Barthes. Ça me semblait intéressant parce que l'hôpital, c'est un lieu de rupture. Si on peut amener des choses de la maison, c'était le lien avec l'introduction, normalement, que j'aurais dû faire sur la place de la musique dans la vie normale, à la crèche, etc., à la maison. Donc, la symphonie domestique, ça me semble essentiel. C'est un concept que Roland Barthes avait lancé en 1974. C'est-à-dire l'enfant est perdu à l'hôpital parce qu'il a perdu les sons de son environnement. Et Sophie en a très bien parlé ce matin. Je vais m'acheter ce bouquin dès que je sortirai d'ici. Ça fait partie des choses qu'on oublie, nous, mais cet environnement dans lequel on évolue. À l'hôpital, d'un seul coup, on est dans un monde étrange, avec des sons étranges qui sont inquiétants et qui font peur. Donc, si on peut réintroduire cette dimension de la symphonie domestique, c'est un très beau terme de Roland Barthes. Et je finirai sur cette citation de Hundertwasser, qui était un plasticien allemand, qui est décédé il y a pas mal d'années déjà. « Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. » Je vous remercie. Pour le site internet, c'est là. Vous verrez, les vidéos sont en ligne. Merci beaucoup, Philippe. Et pardon pour... je sais pas, on a dû les jeter en l'air, les slides de ton PowerPoint. Je vais essayer de passer en espérant que tout soit dans l'ordre après vous. Donc je vais vous présenter le sac des 1000 premiers jours. Alors, je vous en ai apporté un exemplaire ici. C'est un sac qui est distribué dans les maternités. Dans certaines maternités, on est en expérimentation. Et donc, qui vient à la fois... donc, c'est un des axes de la politique publique qui est assez nouvelle, des 1000 premiers jours. Et donc, qui fait le lien là, avec l'ensemble des interventions. C'est effectivement la place de la prévention et de la prévention aussi de l'éveil culturel et artistique au moment de la naissance. Donc, le sac des 1000 premiers jours est né d'une concertation large de professionnels, de parents, d'analyse aussi de ce qui peut se passer à l'étranger. Et donc, a été décidé de mettre en place cette expérimentation avec 5 objectifs. Donc, d'accueillir chacun dans la parentalité, de sensibiliser surtout au moment clé de ces 1000 premiers jours, d'inviter les parents et l'entourage de l'enfant à adopter des gestes bénéfiques pour le développement de l'enfant, de rassurer aussi les parents en donnant des informations claires et homogènes, donc à la fois par l'ensemble des petits livrets que vous pouvez voir, de la carte postale de santé culturelle notamment, d'un album jeunesse, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis d'un carnet de bienvenue qui reprend l'ensemble des objets compris dans le sac, et qui aide aussi les professionnels dans leur pratique. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est aussi un objectif de contribuer à réduire les inégalités dès la naissance, puisque les objets qui sont inclus dans ce sac, donc qui ont été définis avec des parents et des professionnels, sont des objets avant tout utiles et qui permettent d'illustrer le message associé. Donc je le disais, c'est un sac qui est conçu comme étant universel, qui s'adresse donc à tous les parents et qui est aussi pensé comme un outil
pour les professionnels, pour les aider dans leur pratique. Donc le séjour à la maternité est un séjour un temps relativement court, dans lequel l'ensemble des professionnels a déjà beaucoup de messages à passer. Et il est souligné, là, après quelques mois d'expérimentation, donc ça a commencé au mois de mars de cette année, et ça se poursuit jusqu'en juillet 2023 pour le moment. Et les retours des professionnels que nous avons, c'est que c'est une aide dans leur pratique. Donc certes dans un temps effréné, mais qui du coup permet d'aller à l'essentiel dans les messages, d'autant plus que ces messages sont repris dans le carnet de bienvenue qui est glissé dans le sac. Donc, je le disais, il est remis en maternité, qui est quand même un moment clé du parcours des 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, ces 1000 jours vont du 4e mois de grossesse aux 2 ans révolus de l'enfant. Le sac complète le livret dont on a parlé ce matin, qui est envoyé aux parents à partir du 4e mois de grossesse, et l'application 1000 premiers jours, ainsi que le site qui porte le même nom. Donc, dans les points forts, donc je le disais, hein, c'est quand même un outil qui est propice à l'échange, et y compris dans l'ensemble des interventions d'associations et de bénévoles au sein des maternités. On a eu l'occasion d'échanger ensemble, notamment sur cette opportunité. C'est un objet concret, hein, et puis surtout durable aussi, puisque le sac, les objets qui sont inclus dans le sac, sont éco-responsables. C'était aussi un des critères de cette expérimentation. Donc, je parlais du déploiement tout à l'heure. Donc, on a commencé au mois de mars de cette année. On a un peu plus de 250 maternités. Donc, vous voyez la carte à droite. Donc, 250 maternités sur l'ensemble de la France métropolitaine, dans des maternités qui sont situées dans des quartiers prioritaires. Donc soit qui ont des quartiers politiques de la ville ou d'ailleurs des zones de revitalisation rurale. Ça, c'était l'objectif premier de l'expérimentation avant de pouvoir l'étendre éventuellement et de la généraliser. Une évaluation va être lancée très prochainement pour éclairer justement la décision de reconduction ou non du dispositif, et si reconduction, dans quelles conditions. Donc le sac que j'ai là devant moi, je pourrais vous le montrer plus en détail après, contient donc 6 objets, dont un album pour l'enfant et pour les parents, et donc contient également une turbulette. Je vais vous projeter là un petit film qui va vous montrer le contenu, ça vous parlera un petit peu plus. Mais chacun de ces objets contient un message de santé publique. Le sac des 1000 premiers jours est un outil d'accompagnement, d'information, de prévention et de promotion de la santé des tout-petits à la disposition des professionnels pour leur travail auprès des parents. Imaginé comme un geste de bienvenue dans la parentalité, il est remis à tous les parents lors de leur séjour à la maternité. Il contient 6 objets utiles au quotidien, permettant d'attirer l'attention sur des éléments clés du développement de l'enfant: le sommeil, l'alimentation, l'éveil, l'environnement. Sans oublier le bien-être des parents eux-mêmes. Vous y trouverez une turbulette, pour présenter les bons réflexes, pour un sommeil en sécurité, mais aussi pour inviter à être attentif au rythme, aux besoins de l'enfant et à ses propres besoins. Un savon d'origine naturelle, simple et sain, pour inviter à faire la chasse aux produits toxiques. Un bavoir, pour permettre à l'enfant, pas à pas, de manger comme un grand. Un album jeunesse qui permet de partager des temps de lecture et de favoriser la construction du lien d'attachement. Pour inviter à prendre soin de soi, le sac contient une crème hydratante. C'est l'opportunité d'évoquer la prévention de la dépression postpartum et plus largement, les solutions pour prévenir le risque d'épuisement et d'isolement. Enfin, un carnet personnalisable est glissé dans le sac. Après leur départ de la maternité, les parents y retrouvent les conseils qui leur ont été donnés. Pour encourager la mobilité, le sac des 1000 premiers jours est facile à emporter avec soi. C'est l'occasion de parler des bienfaits du jeu avec l'enfant et de l'activité physique. Retrouvez toutes les informations concernant les objets contenus dans le sac et bien plus encore sur l'application mobile ou sur le site 1000premiersjours.fr ainsi que sur la page dédiée sur le site du ministère.
Donc l'objectif de ce film, c'était effectivement de dire que ce sac des 1000 premiers jours est un geste de bienvenue dans la parentalité qui est remis en maternité. Donc, qui contient des objets qui sont fabriqués par des entreprises solidaires et inclusives. C'est un marché dit réservé, c'est-à-dire que ce sont des entreprises adaptées qui fabriquent l'ensemble des objets contenus dans le sac et le sac lui-même. Donc la turbulette est un des objets. L'objectif, c'est de pouvoir parler des bons réflexes du coucher, donc sans couverture, sur le dos, de respecter le rythme de sommeil de l'enfant. Un savon pour sensibiliser à la chasse aux produits toxiques et à limiter les perturbateurs endocriniens. Le bavoir pour sensibiliser sur l'alimentation et l'importance aussi que l'entourage prenne des bons réflexes. Donc l'album dont on va reparler. Pour sensibiliser notamment à l'importance de l'éveil culturel dès le plus jeune âge. Et encore une fois, le témoignage des livres passerelles le souligne, montre bien que les parents finissent par y être sensibles, et les professionnels aussi. Et on ne voit pas le reste. Voilà. Bon. Donc, sur les autres objets, il y a également donc le carnet de bienvenue dont je parlais, le sac en lui-même qui est une invitation à l'éveil à la nature, au sport aussi, à l'activité en famille, et enfin une crème pour la maman, pour l'inviter à ne pas s'oublier et donc pouvoir faire une prévention sur la dépression postpartum et surtout la prévention contre les risques d'isolement. Voilà, de bien dire que les parents ne sont pas seuls. Donc un petit focus sur l'album jeunesse, les messages qui sont associés, je le disais, c'est l'éveil sensoriel, et artistique et culturel, l'apprentissage du langage bien sûr, mais aussi la création et le fait de favoriser le lien dès le plus jeune âge entre les parents et l'enfant, par la lecture, par le chant, par des comptines, tout un tas d'éléments. Alors on a choisi un album jeunesse parce que c'est quand même ce qu'il y avait de plus facile, en tout cas à glisser dans un sac, mais bien entendu le message porte sur l'ensemble de l'éveil. Et il y a également, donc dans le sac, je le disais tout à l'heure et vous l'aviez vu sur la photo, une carte postale qui est distribuée donc à l'ensemble des parents sur la santé, l'importance de la santé culturelle, et qui du coup leur permet aussi d'aller voir un peu plus loin, chercher un petit peu plus loin au-delà de l'album en soi. Je vous ai remis là la présentation donc, des 4 albums qui ont été sélectionnés en collaboration avec donc, le ministère de la Santé et des Solidarités et le ministère de la Culture. 4 albums qui sont distribués de façon aléatoire dans les sacs. Donc il y a Bon de Jeanne HB. Effectivement, on ne va pas représenter cet album qui est très connu, mais chacun des albums contient des histoires qui permettent de se projeter aussi dans le rôle de parent et puis pour l'enfant, pour le futur de l'enfant, et ont été choisis pour leur facilité d'appropriation par les parents. Et y compris pour les parents allophones, pour que ce soit des albums faciles à lire. Donc il y a Bon de Jeanne HB, il y a Deux petites mains, deux petits pieds, qui est donc là une réédition d'un album qui était déjà existant. Mon petit oiseau de Laurent Moreau et Quatre pattes de Gaëtan Dorémus. Voilà. Les retours que nous avons sur les albums sont très bons. Et c'est vrai que les professionnels peuvent être parfois surpris qu'il y ait, qu'on parle de l'éveil culturel. C'est dans les messages qu'ils passent en priorité, on est surtout sur des messages de prévention, de santé publique, de soins, et donc ils sont parfois un peu décontenancés par la présence de l'album. Mais du coup, on a mis en place, donc, en lien aussi avec les associations, des temps de lecture dans certaines maternités qui sont dans l'expérimentation. Et puis, on a distribué à l'ensemble des maternités des documents qui leur permettent de s'approprier le projet et le dispositif, et dans lequel nous faisons effectivement aussi une place à la sensibilisation sur l'éveil culturel dès le plus jeune âge. Et puis, on met en place là, à mi-parcours en fait presque de l'expérimentation, pas tout à fait, des actions complémentaires.
qui sont sur les territoires. Donc on a mis en place un groupe de travail, regroupement à la fois des PMI, le réseau national la Fédération nationale des réseaux en santé périnatale et d'autres professionnels libéraux, notamment de la périnatalité, pour réfléchir aux actions qu'on peut mettre en place pour prendre le relais. C'est-à-dire que ce sac, il est distribué à la maternité, mais l'ensemble des messages a une vie au-delà même des 1000 premiers jours de l'enfant. Et donc, on met en place là, on s'appuie aussi sur les expérimentations des territoires, et donc de mettre en place à la fois des cycles d'ateliers thématiques pour les parents, des formations pour les professionnels, donc les professionnels des maternités, mais aussi les professionnels libéraux et des professionnels de la petite enfance, et puis des lectures au sein des PMI et des médiathèques. Donc ça, je vais du coup laisser la parole à Frédéric sur cet aspect. Merci beaucoup, Solène. Je propose d'y aller, Frédéric. Je vais y aller, je crois que je suis déjà hors temps, hein, c'est ça? Donc je suis dans une dimension supplémentaire, je crois. Je vais le faire. Ne partez pas. Je voudrais en tout cas commencer ma prise de parole par un hommage à Madame Olga Baudelot, qui est notre précédente présidente de l'association LIRE et qui nous a malheureusement quittés dimanche dernier. C'est une chercheuse incroyable, psychologue spécialisée dans la petite enfance. Elle va beaucoup nous manquer. Et justement, le sujet de la PMI, c'est un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, parce que c'est aussi un sujet qui était au démarrage de notre création. Donc voilà, je voulais commencer par la remercier, et elle va nous manquer. Voilà. Alors je vais essayer d'expliciter du coup la PMI et d'essayer d'aller du coup rapidement, parce que j'ai plusieurs choses à vous présenter. Donc sur ces temps singuliers, cette invitation à s'en emparer, donc l'idée c'est de proposer des temps de lecture dans ces salles d'attente de PMI, dans un contexte particulier qui est le temps de consultation. Donc il y a une consultation médicale. Alors la PMI, déjà, je vais aller rapidement, mais heureusement ça a beaucoup évolué. On part de 45, j'ai fait exprès de mettre une image un peu qui provoque, mais dans une politique où il fallait lutter contre la mortalité infantile, donc voilà. Mais ça a beaucoup progressé, bien sûr. On est passé de quelque chose qui était hygiéniste avec maintenant de quelque chose qui s'est beaucoup plus ouvert sur le psychosocial aussi. Il y a eu des lectures, bien évidemment, en salle d'attente de PMI dans les années 80, notamment en Seine-Saint-Denis. Il y a un grand changement avec le protocole interministériel aussi en 89, qui a permis de soutenir les actions d'éveil culturel en direction des jeunes enfants et des familles. À Paris, puisque là on est à Paris, dans les années 80, il y avait des actions pilotes dans le 19e arrondissement aussi de lecture comme ça en PMI. Ce qui a permis à l'association pour laquelle je travaille à l'époque, c'était donc LIRE à Paris, de naître dans les pas d'accès et de pouvoir être créé avec un côté d'ASES pour les soins et un côté direction des affaires culturelles. Donc déjà soins et culture. Voilà, aujourd'hui nous intervenons dans 14 PMI, l'ensemble des PMI associatives de Paris. Alors, je voulais vous présenter un peu le contexte en fait. Intervenir dans une salle d'attente de PMI, j'ai appelé ça l'entre-deux, un espace de négociation. Parce que effectivement, il y a un travail à faire. Il y a des étapes, voilà. Et on est dans un lieu qui, pour les parents, est très très lié aux soins. Donc, comment essayer de promouvoir justement la culture dans un lieu où on va mesurer, peser, évaluer des choses. Et comment faire comprendre aux parents qu'avec nos actions de lecture, c'est pas ce qu'on essaie de mettre en place. On n'est pas dans ce type de soins-là, on est dans une approche culturelle. Donc ça, c'est tout le défi un peu de nos actions de médiation. Et pour pouvoir les faire fonctionner, il y a déjà une mise en place. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu en salle d'attente la place que peuvent prendre les livres. Il y a des choses déjà en place, vous voyez, sur des espaces de motricité, il y a des livres, sur les tables, il y a des livres, près du comptoir avec les professionnels aussi. Donc il y a un côté pratique, parce que l'idée c'est de les sortir des bacs, c'est de les mettre à la vision des parents et des enfants pour qu'ils puissent se créer une rencontre. Et malgré tout, il faut que la PMI tourne aussi et que ce soit pratique pour les différents professionnels et les équipes de soins. Et il y a aussi une dimension esthétique.
qu'on ne met pas souvent en avant, mais quand on les a disposés, en fait, souvent, si on recule un petit peu, d'ailleurs, les parents sont les premiers à nous le signaler, et il y a un impact aussi sur les enfants, il y a un aspect esthétique aussi, qui peut rendre des salles de PMI parfois austères un peu plus sympathiques grâce aux albums jeunesse disposés un peu partout. Il faut se glisser dans les interstices aussi d'une consultation. Il y a ces étapes, peser, médecin. Donc on est toujours dans cet entre-deux ou dans ces espaces de transition là, dont on a parlé aussi ce matin. Donc ça, c'est pas non plus évident. Il faut se glisser là-dedans. On a parfois très peu de temps. Et la notion de partenariat est vraiment essentielle parce que vous imaginez bien que le médecin, quand il sort pour appeler le parent, le médecin, il va obéir au médecin qui est une référence très importante dans ce lieu-là. Mais si on est en lecture, et notamment de bébés chouettes par exemple, ou au plein milieu du livre, il faut que ces bébés chouettes retrouvent leur mère. On ne peut pas s'arrêter là. Donc il faut aussi nouer avec ces équipes pluridisciplinaires, voilà, dans la salle d'attente de PMI, des liens de partenariat pour que ça puisse fonctionner, nos actions de lecture. Pourquoi la PMI? Alors, la rencontre avec les familles, l'occasion de cultiver les liens. Ça, c'est une notion aussi, c'est un lieu formidable, la PMI, pivot en fait de nos actions. Nous, la médecin-chef de PMI à notre création, Madame Delour, il faut la remercier, avait insisté pour qu'on puisse aller en PMI. Elle avait déjà identifié qu'il y avait des familles qui ne fréquentaient pas, par exemple, les lieux de la petite enfance. Et une enquête récente de l'Observatoire de la petite enfance et de la CNAF montre qu'il y a encore 40% des enfants qui ne fréquentent pas ces lieux et donc qui restent dans le cercle familial. Ben, la PMI, c'est l'occasion de rencontrer ces familles-là, justement. Donc, on peut accueillir de façon gratuite dans les PMI avec ce suivi médical de l'enfant jusqu'à ses 6 ans, une grande mixité de familles. Voilà. Et on est sur un principe de rencontre fortuite. C'est-à-dire cette notion importante de l'imprévu. C'est-à-dire si on avait indiqué aux familles « venez aujourd'hui, c'est temps de lecture », on aurait pas mal de familles qu'on cherche à toucher, nous, qui sont parfois éloignées du livre pour plein de raisons. Mais qui ne seraient pas venus en pensant peut-être mon enfant est trop petit, mon bébé ça va pas l'intéresser, ou moi par exemple je suis peu francophone ou pas francophone, donc je pense qu'on ne s'adresse pas à moi. Or c'est tout le contraire, on s'adresse à tout le monde dans ce genre d'action, aussi bien aussi à des familles qui ont des rangées de bibliothèques de livres chez eux, mais qui sont en difficulté pour entrer en relation avec leur enfant, et ça peut être un moyen de le faire. Et ben cet imprévu, ça permet de toucher vraiment beaucoup de familles qui n'avaient pas imaginé passer un temps de lecture quand ils sont entrés et qu'ils ont franchi la salle de la PMI. Voilà, c'est aussi bien sûr la possibilité pour le parent de participer et de s'approprier en fait ces actions. On n'est pas, quand on fait ces temps de lecture-là, on est dans des moments privilégiés, ce qu'on peut voir là un petit peu sur ces photos, mais on n'est pas dans la prescription médicale justement. On ne va pas leur dire il va falloir lire 3, c'est bien si vous lisez 2 livres avant d'aller vous coucher. Non, c'est pas ça l'idée. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire aussi. Hein, même s'il y a plein d'étapes dans la PMI, la pesée, qui sont obligatoires, nous, c'est pas obligatoire. Et il l'identifie aussi comme une action qui peut être gratuite. Parfois, il va rien se passer. Et la participation, elle peut être très variable. Il y a des parents qui vont s'en emparer très vite, se mettre à chanter, et puis voilà, ou lire, et d'autres qui vont rester sur des participations périphériques, en regardant ce qui se passe. Voilà. Donc c'est tout un tas de compétences. Il faut que j'aille vite, hein, c'est ça. C'est tout un tas de compétences. Bien évidemment des bébés, des parents aussi, parce l'idée c'est qu'ils ont vraiment cette intuition que le parent est le premier éducateur de l'enfant, il le reste, et c'est tout un tas de compétences qu'ont les bébés qu'on peut valoriser dans ces temps-là. Alors, donc ça demande bien évidemment d'observer, d'analyser la pratique et de sélectionner des albums qui pourraient plaire aux enfants et aux parents, comme vous l'avez indiqué. C'est l'occasion, si vous trouvez que ces actions-là en PMI sont des actions qui méritent d'être soutenues, de parler de ce projet-là dans la salle d'attente Lire ensemble à la PMI, donc, qui est un projet qui a été coordonné par l'agence Quand les livres relient, qui a permis à un collectif de plusieurs associations, de lectrices indépendantes aussi, de médiathèques, de travailler ensemble sur cette question d'un site ressources sur lesquels on peut justement s'emparer de ces actions en PMI et interpeller aussi les élus, les pouvoirs publics, les professionnels sur ces questions-là. Donc ça va permettre de détailler, ce que moi j'ai pas forcément eu le temps de vous détailler très en détail, mais alors du coup, filez vers ce site-là, vous avez le lien, même si vous tapez lire à la PMI, c'est très bien référencé, ça vous permet d'avoir du coup un livret qui va expliciter tout ça, des épisodes avec un podcast, là on est au 3e épisode cette
cette semaine. Quatrième aujourd'hui, donc qui parle des parents aujourd'hui. Donc c'est super, voilà, et très bien mis en son, avec plusieurs professionnels qui en parlent. Et une bibliographie aussi que vous pouvez télécharger qui va bouger, hein, c'est-à-dire qu'elle est non exhaustive, elle va évoluer au fil des temps. Et c'est un travail commun du coup de tout Scopil. Et vous trouvez aussi les photos qu'on a vues là tout le long, qui sont magnifiques, tout le long de ce PowerPoint, qui sont aussi disponibles, qui permettent de voir en région des actions qui ne sont pas dans plusieurs endroits de la France, dans des salles de lecture en salle de PMI. Je ne vais pas faire le son, il y avait un petit extrait sonore, je vais le passer. Je finirai juste avec cette phrase de Mounari, qui est que la connaissance est toujours une surprise. Si on voit ce qu'on sait déjà, il n'y a pas de surprise. Il faudrait faire des petits livres tous différents les uns des autres, tous des livres cependant, renfermant chacun une surprise différente et convenant à des enfants qui ne savent pas encore lire. C'est Bruno Mounari, artiste designer, qui a fait ça pour les prélivres. Je crois que c'est un aspect important du coup de cette idée de lecture en PMI, c'est cette idée de la surprise qu'on va retrouver dans le livre et qui va nous encourager à reprendre par la suite encore des livres, parce qu'on veut retrouver cet état. Et ben, quand on fait ces lectures en PMI aussi avec les parents, je vous assure, il y a un état de surprise aussi pour ces parents, même s'ils savaient, pour certains, qu'on pouvait lire avec les bébés. Et ben, quand ils l'ont vécu, il ne suffit pas juste de le voir pour le croire, parfois il faut le vivre aussi. Et ben, c'est quelque chose qui va rester ancré pour eux un long moment, et c'est un outil de transmission formidable. Donc, continuons ces lectures en PMI le plus longtemps possible. Voilà. Je suis vraiment désolée, on va devoir squeezer les questions, puisque, comme vous le savez, la journée continue en salle cinéma 1. Je voulais vous remercier tous les 5 d'avoir joué le jeu, malgré les petites aventures qui ont parsemé cette table ronde. Donc, chacune de ces structures ont évidemment des sites internet si vous voulez retrouver des vidéos, les projets rédigés, etc. Donc, je vous invite à rejoindre la salle Ciné 1. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je voulais redire et remercier l'association Gigot qui a fait cette installation scénographique pour aujourd'hui. L'association Gigot qui développe des expositions sensorielles depuis plusieurs années, 10 ans je crois maintenant, et qui est une équipe pluridisciplinaire composée d'artistes, de plasticiens, de médiateurs, de lecteurs, et qui a une diversité d'activités. Et je les remercie grandement pour cette très belle installation qui nous a mis, je pense aussi, dans une certaine ambiance. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi